conclusion de cette journée, Serge Piperno, directeur scientifique de l'IFSTAR, puis Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture. On va faire dans l'autre sens. Pardon, monsieur Huyghe, c'est donc à vous. Merci de rester pour la conclusion quand même. C'est toujours un problème de faire une conclusion un vendredi en fin de journée, après une après-midi aussi dense et avec pas mal de provinciaux dans la salle, dont je suis également. Alors je vais essayer d'être court et aussi synthétique que possible. D'abord, exprimer les excuses de Philippe Mauguin qui aurait dû faire cette conclusion et qui est retenu ailleurs et qu'il aurait vraiment aimé participer à ce colloque et faire les conclusions. Deuxième point, remercier un certain nombre de personnes, les pilotes, donc les 3 pilotes scientifiques, Béatrice Béchet, Yves Le Bissonnet et Anne Ruas, qui ont animé ce panel très diversifié. Et vous avez vu, vous pouvez imaginer à quel point ça a dû être délicat vu l'ensemble des orientations et des questions qui ont été soulevées cet après-midi. Un grand coup de chapeau aux 2 chefs de projet successifs dans ce projet. D'abord Pauline Marty, puis maintenant Maëlys Desrousseaux. Et merci beaucoup. Et en plus, bravo à titre personnel pour la très grande qualité pédagogique de tes interventions. Et puis, merci aux experts, les 12 experts coordinateurs, les 40 experts contributeurs, venant d'une très grande diversité d'horizons, de disciplines, de lieux, de contextes culturels. Beaucoup français, mais quelques-uns de l'étranger. Et on a eu un témoignage tout à l'heure venant du Canada sur tout l'intérêt que ça pouvait représenter. Merci enfin aux collègues de la... Non, merci pas encore enfin. Merci aussi aux collègues de la DEPE qui ont organisé avec professionnalisme cette restitution. Merci aux collègues de la MICOM qui assuraient le relais sur Twitter. Je ne sais pas si on a fait partie des top trends en français cet après-midi, mais ça, ils nous le diront dans un autre contexte. Donc ça, c'était pour l'équipe projet et ceux qui ont travaillé pour cette journée. Merci aux commanditaires, au ministère de la Transition écologique et solidaire, à l'ADEME, au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui ont joué un rôle tout à fait intéressant et stimulant, dirais-je, entre la liberté laissée à l'équipe pour mener à bien ce travail et en même temps des échanges vigoureux, constructifs, pour réussir à percevoir et prendre en compte des enjeux sensibles autour de cette question. Et donc certaines questions n'ont pas été traitées parce que justement c'est le fruit de cette construction au fil du temps. C'est une expertise qui a été menée avec l'IFSTAR et beaucoup par l'IFSTAR et INRA ensemble. Donc merci à l'IFSTAR et en particulier à Antoine Frémont pour avoir favorisé cette collaboration qui est une grande première entre nos organismes autour d'UNESCO. Alors, qui s'est déroulée évidemment dans un excellent climat. UNESCO, c'est une expertise scientifique collective, comme ça a été dit. Bon, expertise, évidemment, vu la qualité des intervenants, ça ne pouvait être que des experts. C'est scientifique, c'est-à-dire que ça repose sur ce que la littérature dit. Et ça veut dire que les endroits où il n'y a pas de littérature, eh ben, on ne peut pas l'écrire. Et donc, il y a une dépendance à ce que l'on trouve. Et ce truc-là, il ne faut jamais l'oublier, en fait, quand on regarde UNESCO. Et puis, c'est collectif. Et en fait, on pourrait dire que le co pourrait être vrai pour controverse, parce que c'est le lieu où se construisent des regards différents, où se croisent des regards différents. Et cette diversité, c'est comme la biodiversité dont il a été question tout au long de cet après-midi, la diversité des regards, des trajectoires de l'IFSTAR et de l'INRA ont été à la base de la qualité de ce qui vous a été restitué cet après-midi. Merci aussi aux intervenants qui ont posé des tas de bonnes questions et qui ont dit des tas de bonnes choses. Mais vous les avez toutes entendues, comme moi. Et puis merci à notre animateur préféré. Outre son talent à citer Johnny Hallyday, c'est aussi son talent à maîtriser la prolixité des orateurs. Bon, ça n'a pas toujours été si facile que ça, mais l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Alors, exactement. Donc maintenant, revenons un peu au cœur du sujet. C'est un sujet UNESCO aux enjeux multiples, complexes. On pourrait dire, et quelqu'un va reconnaître qui je cite, un sujet stimulant. Et sujet très stimulant parce que le terme est très polysémique et ça a été discuté cet après-midi. Le polysémisme du terme artificialisation, d'ailleurs traduit dans l'évolution du titre, puisque
alors qu'on a appelé ça artificialisation des sols pendant un temps très long. Le sol artificialisé est venu se rajouter dans le titre. Ça montre bien toute la diversité qu'il y a autour de ça. C'est un débat public extrêmement intense qui dépasse en fait les enjeux de la question. Ça traduit aussi la façon dont c'est calculé. Hein. C'est comme le disait Yann Laurence, construit par la façon dont il est construit, presque en aboutissant à ça, mais on y aboutit par soustraction et avec des mots extrêmement bizarres comme c'est retiré à. Et en fait, le mot, il est dans la période. C'est-à-dire qu'on a regardé ça dans la période où on est aujourd'hui. Si on avait fait la même étude il y a 50 ans, on n'aurait pas eu les mêmes publications, mais vraisemblablement que le regard que l'on avait sur le mot artificialisation eût été très différent. Et quand Mario citait le Larousse, en fait, le Larousse trace en fait une période assez, une forme de retard sur l'actualité. Et ce moment-là, en fait, le fait de dominer la nature était un réel avantage. Et donc, artificialisation, nature, sol, le côté artificiel, voire artifice, c'est quelque chose qui est forcément marqué par un contexte culturel. Et d'une certaine façon, on ne l'a pas redit cet après-midi, mais je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Si dans 50 ans, quelqu'un regarde les vidéos, si tant est qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de les regarder, ou qu'elles soient en bonne qualité, mais ils vont se dire, mais pourquoi il parlait de ça à ce moment-là, quoi, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on le remette en avant. Deuxième élément autour de ce mot, en fait, c'est parce que tout le monde a un avis sur la question. Ça a été présenté cet après-midi, c'est une source de perte de sol, c'est un facteur de dégradation des sols, c'est une perte de dégradation de biodiversité, mais c'est indispensable pour faire vivre l'activité humaine. Tout ça a été dit. Et en fait, la chose qui est assez surprenante, c'est le nombre de fois où on a utilisé des mots qui imposaient une confrontation. Confrontation extrêmement brutale entre deux milieux, comme s'ils étaient faits que pour vivre l'un contre l'autre. Quelques mots qui ont été utilisés. Le pire, ça a été « à qui profite le crime », utilisé par notre animateur. C'est quand même un peu fort, en fait, qui est mort, quoi. Donc, l'association normande « Sol contre tous », ça veut dire que vous n'êtes pas avec, vous êtes contre. Donc, je pense que ces mots-là, ils ont un sens. Et il faut faire attention aux caricatures que ça peut conduire à faire, même si ça a évidemment l'avantage de structurer les choses. Et puis au moins, on va chercher le coupable, quoi. Et au sortir de cette ESCO, en fait, l'ESCO, qu'est-ce qu'elle a? Elle ne donne pas la vérité, elle donne en fait un regard très très large. Le rapport fait quelques centaines de pages. Bon, c'est bien plus efficace que n'importe quel somnifère. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais vous allez y trouver en fait l'ensemble d'un état à un moment donné sur quelque chose. Et comme le disait Patrice tout à l'heure en ouvrant, en fait, une ESCO, elle est utile en ce sens où voire indispensable en ce sens où elle permet de voir tout ça et de réfléchir. Et c'est basé sur des résultats scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont été à un moment donné mis en débat dans une communauté et on les prend comme tels. Donc ça, c'était le premier point. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais je pense que c'était quelque chose d'un peu particulier à dire. Deuxième élément, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de travaux autour, de discussions autour du taux d'artificialisation, la qualité de la mesure. Sans doute que c'est parce que cet indicateur, on l'utilise pour des tas d'autres choses, qu'on est autant à se battre sur la précision du terme. Mais c'est peut-être pas trop la peine de le creuser. On peut juste se demander pourquoi le taux d'artificialisation est utilisé comme un indicateur parmi les 10 indicateurs de richesse, presque comme indicateur de la biodiversité, ou essentiellement à ce titre-là. Il y a quand même un peu de kilomètres entre l'un et l'autre dans ce qu'on a vu cet après-midi. Bien sûr, l'artificialisation des sols, leur imperméabilisation, détruisent des sols. En fait, en termes écologiques, ils les perturbent. C'est beaucoup plus poétique. C'est clair qu'ils modifient fondamentalement la propriété. Et c'est là que je rejoins ce que disait Eric tout à l'heure. En fait, il y a une question d'irréversibilité qui se pose, au moins à l'échelle de quelques générations humaines. Et effectivement, des sols qu'on a bétonnés, vous faites à peu près ce que vous voulez, mais ça reste quand même un peu particulier, quoi. Ça perturbe la biodiversité en dessous du sol, ça la perturbe beaucoup au-dessus, en particulier parce que ça permet d'introduire des tas de choses. Aujourd'hui, les abeilles se portent très bien à Paris, pas uniquement parce qu'elles vont dans les boulangeries où il y a des gâteaux, mais parce qu'il y a une très très grande diversité d'espèces florales qui sont introduites et qui produisent du pollen. Je dis, la biodiversité n'est pas forcément par essence vertueuse. On a aussi, en faisant des introductions comme ça, c'est comme ça qu'on a fait les premières introductions particulièrement réussies de Xylella, parce qu'elles sont arrivées avec des arbres venant d'ailleurs. Donc la biodiversité en tant que telle n'est pas vertueuse, elle est, point final.
Donc l'intensité des impacts il y aura des impacts, mais l'intensité va beaucoup varier en fonction de ce qu'est l'artificialisation. On a un peu conçu l'artificialisation comme étant un seul type. On a dit que ce n'était pas toujours la même intensité, mais il y a des tas de choses qui peuvent être réfléchies autour de ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'artificialisation, et en particulier la croissance de la ville et son extension, il ne faut pas la regarder comme étant un cercle qui s'agrandit. En fait, et ça a été très bien illustré sur une diapo, en fait, c'est des espèces de rameaux qui poussent. Et donc, en fait, ça fait deux choses. Ça modifie la mosaïque paysagère, mais aussi ça augmente les surfaces de contact entre la ville et ce qu'il y a autour. Et cette question-là, elle est particulièrement importante quand on commence à réfléchir en termes d'agriculture, là je vais reprendre ma casquette INRA, en termes d'agriculture périurbaine. Parce que si vous augmentez les surfaces la longueur du contact, vous augmentez l'espace pour l'agriculture périurbaine. Alors, donc ces espaces périurbains, c'est les zones où se cristallisent après toutes les discussions qu'on a eues cet après-midi. De façon macroscopique, les chiffres, on dit c'est pas tout compte fait, c'est pas la fin du monde, c'est pas si grand que ça. Mais en même temps, chaque élu, d'abord pratiquement toutes les collectivités sont concernées. C'est 30 000 des 37 000 communes françaises qui sont concernées par ces processus-là. Et donc chacun des maires et des conseils municipaux se retrouve concerné par cette question-là. Et c'est là que se retrouvent les leviers pour limiter cette transition ou ces difficultés. Donc limiter l'extension des sols artificialisés, avoir les bons aménagements, les bonnes règles de planification, réhabiliter les friches, réhabiliter les centres-villes. Vous pouvez faire un parallèle avec ça, avec les problématiques en termes alimentaires de réduction des pertes et gaspillage. Comment vous récupérez ces questions-là? Donc c'est vraiment des questions à travailler. Je trouve que sur toutes ces questions-là, c'est le travail avec la collaboration entre INRA et IFSTAR présente un intérêt vraiment très fort. Quand vous regardez après la question de ces zones périurbaines et de l'implantation en zone rurale de nouveaux résidents, vous pouvez le regarder en termes de balance d'avantages et d'inconvénients, avantages sociaux, environnementaux. Et l'ESCO le pointe vraiment très bien. Et cette question-là, elle est faite de façon remarquable. Elle pointe la question de l'accès à l'emploi, ça a été mentionné cet après-midi. Elle pointe la question de l'accès à l'alimentation. Ça a été moins souligné, même si on a beaucoup parlé de supermarchés. Et en fait, ce qui fait que l'artificialisation égale la problématique de la mobilité, ça a été mentionné cet après-midi, qui est quelque chose de vraiment intéressant et qui est au cœur des métiers, parmi les cœurs de métiers de l'IFSTAR. Alors, un point qui a été évoqué aussi, et je pense que c'est arrivé plus dans la table ronde et la fin de l'après-midi que dans le début, c'est les problématiques des dimensions internationales et des dimensions européennes. Et c'est là que ça rejoint en fait, le fait que le regard qu'on a sur la problématique d'artificialisation est aussi un problème culturel. Et l'enrichissement des regards croisés entre les pays est particulièrement important, puisque les rapports coûts-bénéfices sont toujours liés à la quantité, au niveau de contraintes que l'on a. Et les problématiques des centres-villes, par exemple, ne sont pas tout à fait les mêmes en Chine que ce qui peuvent être chez nous. Alors, en termes ça conduit en fait à des besoins de connaissances pour l'INRA, c'est très clair. Au cœur de cette question-là, de l'artificialisation des sols, il y a les sols, et donc leurs propriétés, avant artificialisation, après artificialisation, l'importance de connaître leurs fonctionnalités, et donc les services rendus, ça a été mentionné, les paiements pour services environnementaux. Et pour faire ça, il y a un élément qui est absolument indispensable, qui a été mentionné un tout petit peu au début de l'après-midi, c'est la problématique des bases de données. C'est-à-dire les corpus de données disponibles sont quelque chose d'absolument essentiel. Il y a l'unité InfoSol à l'INRA, il y a le RMQS, il y a le GISSOL. C'est des éléments qui sont absolument indispensables pour pouvoir continuer à suivre ce travail-là et à le documenter. Il a été beaucoup question de la relation sur la biodiversité, sur ces milieux-là et sur les milieux environnants. C'est la qualité des milieux d'une part, mais c'est aussi beaucoup ce que l'on y fait, les pratiques. Je ne ferai pas de discours sur le glyphosate, j'en ai trop eu la semaine dernière, donc je vais me désintoxiquer un peu. Mais c'est vraiment, il ne faut pas trop catégoriser les milieux en disant on ne peut rien y faire, c'est vraiment le type d'aménagement que l'on y fait qui a un rôle central. Alors, ce n'est pas l'INRA tout seul qui travaille là-dessus, mais par exemple, au niveau d'un institut technique comme Astre d'Or, il y a des travaux sur le végétal en ville et le végétal en zone périurbaine, et comment l'agriculture urbaine ou l'agriculture périurbaine permet de générer un certain nombre de services.
La question qui concerne aussi l'INRA, c'est la question des impacts sur les organisations locales de l'agriculture en milieu urbain, en milieu périurbain et en lien avec le rural. Derrière ça, je ne vais pas être trop long, mais il y a une vraie question, c'est toutes les dynamiques alimentaires qui peuvent se mettre en place. Je disais, si la zone de contact périurbaine augmente, c'est la possibilité d'avoir une activité. Et donc, il ne faut pas regarder l'artificialisation et tout ce qu'on a discuté cet après-midi comme étant uniquement un champ de contraintes. On peut aussi le regarder comme étant un champ d'opportunités. Et donc, de créer une activité économique autour de ça. Ça conduit à un deuxième avantage qui est totalement non visible. C'est que le grand défi qu'on a devant nous, il y en a quelques-uns qui ont été mentionnés, mais il y en a un qui couvre tout cela, c'est comment on arrive à boucler les cycles de fertilité. Et cette question-là, elle est non traitée, et pourtant, elle est absolument centrale. Et ce qui induit le non-bouclage des cycles, c'est d'une façon générale les transports à longue distance. La question qui est posée derrière l'activité en périurbain, sachant que ce n'est pas parce que vous avez un agriculteur et un consommateur que de fait vous avez rendu le truc possible, parce qu'à un moment donné, il faut une industrie de transformation quelque part, parce qu'on ne vit pas qu'avec des salades, hein, je vous rappelle. Mais cette question de la proximité permet d'aborder le bouclage des cycles de fertilité d'une façon totalement différente. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille. Et ça rejoint quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure par une question, qui est que dans toutes les représentations qui ont été données cet après-midi, c'est uniquement le végétal. Il n'y a pas d'animaux, effectivement, vous l'avez dit. Et en fait, il y a un animal particulier que l'on ne mange pas, qui occupe beaucoup l'espace périurbain, c'est le cheval. Il y a plus du GB cheval en France qu'il y a du GB mouton. Il ne faut jamais l'oublier. Et ils sont dans des milieux très particuliers, et en particulier beaucoup en bordure des villes. Et je suis vraiment trop long, je suis désolé. Donc il faut continuer à travailler sur ces questions-là. Le dernier point, c'est un travail sur les formes d'organisation, et qui sont des choses particulièrement importantes autour de l'habitat, autour de l'activité économique dans le périurbain. Et le dernier point, c'est on ne peut pas faire l'hypothèse de l'invariance. C'est-à-dire que c'est quoi les innovations qui vont arriver? Innovations à la fois pour les aménagements, et après tout, ce que l'on considère aujourd'hui comme étant une route goudronnée, il y en a qui travaillent à en faire des routes qui vont produire de l'électricité, elles peuvent aussi avoir d'autres fonctions. C'est quoi les masses d'innovation que l'on peut avoir autour de ça? À la fois sur les espaces totalement bétonnés, donc scellés, et tous les espaces autour, quelle est l'offre d'aménagement, y compris en jardin, quelle est l'offre de conduite que l'on a autour de ça. Et donc la problématique, c'est de réussir à produire de la connaissance là-dessus et à faire vraiment une offre d'innovation. La fenêtre de temps sur laquelle nous sommes, elle n'est pas définie pour toujours. Et donc, de fait, il y aura un futur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Restez quand même pour Serge Piperno, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je vais essayer de faire très très court parce qu'il est tard. Donc, je suis Serge Piperno, directeur scientifique de l'IFSTAR. Donc je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de notre directrice générale Hélène Jacot-Guimbal qui aurait aimé être présente parmi nous, qui a suivi très attentivement le déroulement de cette ESCO, qui était passionnante et je pense que les débats d'aujourd'hui l'ont montré. Donc l'IFSTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, un établissement public qui s'occupe de transport, de routes, de ponts, de sécurité routière, de mobilité, d'aménagement, d'urbanisme, plein de sujets qui sont apparemment déconnectés de cette ESCO, mais en fait on voit bien que les établissements comme l'INRA et l'IFSTAR ont besoin de collaborer, de besoin de creuser des champs nouveaux à leur interface pour qu'on n'ait pas de trou dans la raquette, dans notre appui collectif aux politiques publiques. Ce que je voulais dire, donc, c'est un EPST comme l'INRA, un petit frère de l'INRA qui a beaucoup à apprendre en termes d'expertise collective. Et donc, on est vraiment ravis d'avoir pu participer, d'abord d'avoir été poussé par nos ministères de tutelle à participer à cette expertise collective à deux. Et je pense que ça a vraiment été très riche pour nous, qui souhaitons développer des activités qui sont essentiellement transversales. On voit que sur cet exemple, les problématiques sont extrêmement complexes. On rentre dans la complexité où rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est complexe. Et donc, dès maintenant, à l'IFSTAR, on s'intéresse à des questions que Christian Huyghe a évoquées, typiquement, quelle route du futur, quelle ville en 2050, quel apport de la transition numérique à la mobilité, plein de questions comme ça qui font que on va forcément sortir de notre domaine de confort, de notre domaine de spécialité, parce qu'il faut appuyer nos politiques publiques
et produire des expertises qui leur permettent de prendre des arbitrages et des décisions. Et donc c'est notre rôle. Donc avant de revenir sur l'ESCO, je voudrais moi aussi remercier quelques personnes. Je pense que ça ne fait pas de mal de doublonner. D'abord remercier les 3 pilotes scientifiques, Anne Ruas, Béatrice Béchet et Yves Le Bissonnet de l'INRA qui ont porté cette expertise collective. Les 12 collègues de l'IFSTAR, parmi les 55 contributeurs de l'expertise. Sans eux, on n'aurait pas eu ce gros travail qui fera date. Remercier aussi Maëlys Desrousseaux pour l'énergie avec laquelle elle a mené le projet. Et puis surtout, remercier le binôme Antoine Frémont, directeur scientifique adjoint de l'IFSTAR, et Bertrand Schmitt de l'INRA qui ont mené et copiloté, dirigé cette expertise collective. Donc, comme je le disais, on a vraiment beaucoup appris. L'IFSTAR a déjà mené des expertises collectives, par exemple, sur d'autres sujets comme le téléphone portable au volant. Voilà une expertise sur un sujet assez différent. Et vous voyez que pour faire le grand écart, il faut prendre l'habitude de s'entraîner, s'échauffer et faire de la gym avec d'autres collègues. Pour revenir à l'expertise, je pense que c'est vraiment un exercice qui est passionnant. Je pense que ça sort de la science habituelle, c'est-à-dire de regarder ce qui existe en termes de publications autour de soi, mais commencer à discuter avec des experts, des chercheurs de disciplines très variées. Ça a été rappelé dans un des premiers transparents de l'après-midi, hein, des aménageurs, des urbanistes, des pédologues, des économistes, des géographes, des agronomes, des sociologues, des géochimistes. Mais ces gens ne sont pas du tout faits pour se parler. Et donc, dans une expertise collective, ils se parlent. Et c'est un peu le même genre de dialogue qui doit s'instaurer dans une expertise avec à la fois les établissements de recherche qui sortent de leur zone de confort, mais aussi toutes les parties prenantes, les ministères, les associations, les collectivités qui doivent aussi écouter des sons de cloche qui ne sont pas forcément les mêmes que ce qu'ils entendent d'habitude ou qui ne sont pas compatibles avec ce qu'ils pensent. Donc je pense que c'est vraiment un lieu très riche. Moi, d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour l'organisation des débats et aussi pour la teneur des débats. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Je pense que même si certains mots ont été un peu forts, je pense que ça soutenait un discours particulièrement intéressant et je pense riche d'écoute. Donc, je pense que l'ESCO a été un succès à la fois en termes de production des experts contributeurs, des réunions d'information avec les parties prenantes qu'il y a eu au cours de l'ESCO et puis la participation à ce séminaire. Donc d'ailleurs je vais conclure assez rapidement pour dire que je vais pas revenir sur les résultats, je pense qu'il est un peu tard. Simplement dire qu'il y a une des dimensions qui est importante pour l'IFSTAR, c'est évidemment la question de la ville. Donc on a débattu de questions à l'intérieur de la ville, les îlots de chaleur, les questions de périurbain, de périurbanité, de nouvelles populations qui d'ailleurs n'est ni urbaine ni rurale, mais depuis plus d'une génération maintenant est périurbaine. Donc ça pose de nouvelles questions et pour les questions qui sont vraiment plutôt centrées sur les domaines d'intérêt de l'IFSTAR, on voit qu'elles sont tout aussi complexes que l'artificialisation des sols, quelle mobilité, quelle organisation des villes, quel système de transport. On sort de la simplicité, on rentre dans la complexité. Donc l'IFSTAR participe à un projet de création d'une université nationale avec d'autres établissements, une université, des écoles d'ingénieurs pour constituer une université nationale sur la ville. Donc la ville, c'est que je dirais la partie émergée de l'iceberg, mais pour qu'une ville fonctionne, il faut qu'elle puisse s'interfacer avec des territoires périurbains, avec des territoires un peu plus éloignés, avec des systèmes de logistique, des systèmes de transport. Et vous voyez qu'on rentre dans un domaine de plus en plus complexe. Et on ne sera pas assez à l'IFSTAR et de l'ensemble de la recherche, de toutes les parties prenantes pour résoudre tous ces problèmes. Donc notre boulot, c'est d'essayer d'avancer, en tout cas au cours d'une ESCO comme celle-ci, c'est de faire l'état des lieux, de ramasser l'expertise, de la mettre à disposition. On est là pour appuyer les politiques publiques et mettre à leur disposition des éléments pour prendre des arbitrages, même si on ne les prend pas nous-mêmes. Je pense qu'on y a contribué. On remercie encore l'INRA et nos commanditaires et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup.